même si la presse nationale camerounaise n'en fait nullement écho, le passage du Cameroun devant le comité contre la torture des Nations Unies est un événement très important dans la mesure où chaque point levé, souligné et qui est resté sans réponse est déjà une condamnation. Au-delà de ça, des listes sont déjà établies concernant les hautes personnalités, les autorités camerounaises qui infligent des tortures, qui sont dans des assassinats ciblés. Dans le direct de jeudi, je vous avais déjà produit un extrait du passage de l'ambassadeur du Cameroun devant le comité contre la torture où il a transpiré et ne savait plus quoi raconter. Dans la deuxième journée de l'audition, la tension est montée, la température s'est élevée. Et là encore, on a donc vu, dans une salle climatisée, les autorités camerounaises transpirer, détacher les cravates, ne parvenant plus à parler, ou plutôt finissant par avouer des crimes contre l'humanité ou des journalistes. Interrogé sur l'assassinat du journaliste Ouazizi, qui a été, faut-il le rappeler, arrêté qui a été arrêté le 2 août 2019 dans l'une des régions anglophones du pays, transporté à Yaoundé le 7 août, et qui finalement, selon certains dires de l'armée camerounaise, aurait trouvé la mort le 17 août 2019 de la même année. Sauf que le gouvernement camerounais avait caché l'information, n'eût été la révélation d'Equinox ou encore des familles des victimes qui ne comprenaient pas comment est-ce que pendant un an, ils ne parvenaient pas à entrer en contact avec ce journaliste, avec leur enfant. C'est donc un an après que le régime Biya avait avoué que le gars est mort à l'hôpital militaire à Yaoundé. Et ils ont dit que c'était une infection généralisée. Interrogé à l'ONU, M. Segbe Belombe Patrick, qui représentait le ministère de la Justice du Cameroun, a donc raconté que le dossier était déjà clos devant le comité de protection des journalistes. Dossier clos. Les gens ne comprenaient pas. Il dit oui, parce que l'autopsie a dit que le journaliste est mort d'infection généralisée. Point. Où est donc le cadavre? Aucune réponse des autorités camerounaises. Et finalement, pour commencer à s'embrouiller, pour dire la famille avait récupéré le cadavre, on avait appelé la famille pour récupérer la dépouille. Où est donc la tombe? Zéro réponse. Vous voyez comment est-ce que des autorités camerounaises peuvent aller mentir comme des bambinos devant la communauté internationale? À quel moment on a remis la dépouille à la famille? À quel moment
ont eu lieu les funérailles? Et à quel endroit Samuel Ouazizi a-t-il été enterré? Où est l'autopsie? Et quel est le nom du médecin qui a pratiqué cette autopsie? Et si d'ailleurs il y a autopsie, il faut une contre-autopsie. Sauf qu'on pratique une autopsie sur un corps. Où est le corps de Samuel Ouazizi? Ils ont donc dit, affaire classée. Mais ce n'est pas classé au niveau de la communauté internationale, l'assassinat d'un journaliste. Tout comme l'assassinat de Martinez Zogo, qui sont en train de vouloir absolument liquider le dossier pour libérer Amouk Belinga et compagnie, et on passe à autre chose. Sauf que c'est une patate chaude qui ne peut pas passer dans la gorge de la communauté internationale, qui regarde le Cameroun, qui est en train d'acculer le Cameroun. Et les autorités camerounaises ne font que multiplier les erreurs. Lui, avant la torture de Longuet Longuet, qui vient de faire le buzz dans les réseaux sociaux, et qui d'ailleurs a été porté à l'attention du comité contre la torture de l'ONU. Et il y a, lui, l'affaire Ramon Kouta. Ramon Kouta vivait au Gabon depuis plus d'une vingtaine d'années. Il avait une famille. Il avait un emploi. Mais il a été kidnappé par des autorités gabonaises qui sont venues remettre aux autorités camerounaises et plus précisément à la DGR. Ramon Kouta a été caché. Et c'est moi qui ai révélé qu'il était, que je l'avais repéré au sous-sol du CED. C'est donc à partir de cet endroit, à partir de ce moment, que les autorités camerounaises étaient obligées finalement de communiquer un peu et de laisser les avocats voir Ramon Kouta qui était dans un état en délabrement, complètement déchiqueté. Il a subi toutes sortes de tortures. Puis, il a été envoyé à Kondengui. Sauf que, depuis que Ramon Kouta est à Kondengui, on n'a pas de ses nouvelles. Or, il y a une pratique à Kondengui. Lorsqu'on meurt, on peut vous enterrer clandestinement vers les rues de Soie. Là, il y a les tombes. Enfin, c'est des trous, voilà. Qu'on appelle les fosses communes. Aux alentours de 2-3 heures du matin. J'ai essayé d'enquêter auprès de certains prisonniers qui font souvent ce travail macabre, mais qui m'ont dit qu'ils n'ont pas encore transporté le corps de Ramon Kouta. Mais dans les quartiers de Kondengui, je n'ai pas pu le trouver. Ni au Kosovo, 1 et 2, c'est-à-dire que les quartiers 8 et les quartiers 9, ni dans le quartier résidentiel, qui est le quartier numéro 1, il ne peut d'ailleurs pas être là-bas, ni dans des quartiers spéciaux, comme le 7, ni même dans des condamnés à mort, donc le quartier 6 qui est derrière le Kosovo numéro 2. Bref, je n'ai pas réussi à la voir et je me soucie donc de son état. Où est-il? Où l'a-t-on mis? Surtout lorsque, faut-il le dire, des journalistes comme Ngota sont morts en prison après avoir été torturés au CED. S'est-il remis de toutes ces tortures? Ou alors est-il terriblement malade? Et si oui,
a-t-il été transporté dans un hôpital? Là encore, depuis pratiquement 10 jours, j'ai fait des enquêtes, j'ai mené des enquêtes dans tous les hôpitaux pour voir si Ramon Kota se trouve dans une prison camerounaise, à Yaoundé. Au moment où je vous parle, à l'instant T, il n'est dans aucune prison. Ah, pas dans aucune prison. Il n'est dans aucun hôpital, autant pour moi. Où est donc Ramon Kota? Mesdames et messieurs, le chemin de croix de Ramon Kota a été terrible. Il aurait même pu ne pas arriver au Cameroun et peut-être on n'aurait même pas vu son cadavre. Il avait été enlevé en plein jour devant sa boutique par les autorités gabonaises. Lorsqu'il est arrivé au Cameroun, j'avais réussi à la voir au téléphone et j'avais fait une interview. Généralement, je garde des interviews dans le frigo pour qu'en temps opportun, surtout qu'on parle de la torture et que surtout je n'ai pas de ces nouvelles, que vous sachiez ce qu'il a subi et comment il aurait pu être enterré et qui a organisé le kidnapping. Et là, vous allez trouver encore les noms des autorités camerounaises, les gens qui surfent à côté de Paul Biya. L'ambassadrice du Gabon, du Cameroun au Gabon, y est cité. Quel était son rôle? Madame Gaëto Zam, Edith Félicie Noël, épouse Ondoa, avait donc un intérêt particulier à faire perdre Ramon Kota. Pourquoi? Parce que Ramon Kota avait dénoncé certaines choses qui se passaient à l'ambassade, les détournements, mais aussi l'augmentation des prix des pièces que l'ambassade devait fournir, sans pour autant oublier qu'il a été actif lorsque, souvenez-vous, cette dame-là avait créé le scandale en annonçant que sa bonne femme de ménage avait volé des sacs d'argent de plus de 600 millions. 600 millions de francs CFA. Comment une femme de ménage a-t-elle pu voler cela? Et d'où sortait cet argent? Qu'est-ce que cet argent faisait dans sa maison? Cette femme bénéficie donc de la protection de qui? De Vondayolo. Encore Vondayolo. Et voilà donc des gens qui se sont retrouvés comme les commanditaires du kidnapping, de la torture et même de la demande d'assassinat et d'inhumation clandestine de Ramon Kota. Je vous ai dit, quand je donne mes informations, c'est avec des preuves, c'est avec des témoignages. Mesdames et messieurs, voici un élément que j'avais reçu, pas que j'avais reçu, une interview que j'avais réalisée concernant justement le kidnapping de Ramon Kota. C'est lui-même qui parle. Cette interview, je l'ai réalisée lorsqu'il était parti de la DGRE pour revenir au CELT. Suivez ces déclarations et vous allez suivre également ce que le régime Biya, ou alors ce que les Mbondayolo ont voulu faire de lui. Et vous allez découvrir aussi que les autorités gabonaises, et particulièrement au Ligingema, ne sont que des pions de Biya. Ramon Kota, le chemin de croix d'un combattant.
avec beaucoup de peine, nous avons réussi à retrouver les traces de Ramon Kota. Enlevé au Gabon, nous ne savions pas là où il se trouvait et je vous avais révélé qu'il était au sous-sol du CED. Grâce à des moyens et aussi à des personnes qui veulent que la liberté et surtout justice soit faite, nous avons réussi à obtenir cette petite conversation le temps qu'il avait un peu de liberté. Bonjour, Monsieur Ramon Kota. Bonjour, bonjour, frère, bonjour, tout Camerounais, bonjour à tout le monde. Ça fait depuis qu'on te cherche. Quand est-ce que tu as été enlevé et où te trouves-tu en ce moment? Oui, merci vraiment pour la question parce que, et pour votre intervention, parce que j'étais vraiment délaissé à moi-même ici. Jusqu'à présent, je ne connais pas la suite. J'avais été enlevé et kidnappé le 17 juillet au Gabon, à Libreville, précisément devant mon magasin à 10h du matin, par une patrouille mixte. Donc, des éléments qui s'étaient fait passer pour les éléments de la DGR, la direction de recherche du Gabon, qui m'avait approché aux environs de 10h du matin en me disant que c'était au sujet de mon défunt patron, l'ancien ministre de l'Intérieur du Gabon, André Baobab. Donc, il m'avait dit qu'il y avait des problèmes et que j'étais impliqué dans les problèmes familiaux, qu'il fallait que je me rende avec eux pour répondre à certaines questions. Comme j'étais l'une des personnes, les dernières personnes à travailler avec lui. Donc, à ma grande surprise, au niveau de la voiture, une 4x4, une voiture double cabine, communément appelée 4x4 blanche. Quand je monte dans le véhicule, je me rends compte qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils étaient nombreux et qu'il y avait près de 22 agents dans d'autres véhicules qui avaient déjà encerclé notre véhicule, dont la double cabine en question. Donc ils m'ont fait monter dans la voiture. Et lorsque je suis monté dans la voiture, pendant que la voiture roulait en pleine vitesse, ils ont mis la cagoule, ils m'ont mis double cagoule et ils m'ont menotté sous le pied et sous la main et ils m'ont scotché la bouche. Et ils m'ont dit qu'ils avaient reçu l'ordre de me tuer. Donc, étant cagoulé, menotté, j'ai compris que c'était un enlèvement, que ce n'était pas parce qu'ils m'avaient raconté. Donc, ils m'ont amené sur la route de Cap, là où on assassine les gens au Gabon, là où on tue les gens au Gabon. Et sur la route de Cap, il y avait déjà trop de calme. J'ai constaté, étant cagoulé, qu'il y avait des gens qui creusaient. Et ça parlait par les gestes. Donc, j'avais compris que c'était le reste de que je ne devais plus jamais peut-être revoir la famille ou encore le monde entier. Donc, à ce moment, c'est là où j'avais aussi compris que pendant que j'étais là, ils ont enlevé la cagoule en pleine forêt. Mais ma bouche était toujours scotchée et les pieds étaient menottés, les bras menottés par derrière, serrés tellement que je ne pouvais rien faire. J'ai regardé avec tristesse comment on creusait là où je devais demeurer le reste de ma vie, donc là où je devais être enterré. Et je ne sais pas ce qui s'était passé, par la grande surprise, leur téléphone avait sonné. Donc ils avaient décidé d'interrompre l'option de me faire enterrer. Ils m'ont ramené donc au B2, toujours cagoulé, menotté, ils m'ont ramené au B2, la contre-ingérence du Gabon, au sous-sol. Ils ont continué à me torturer là-bas. Et un élément m'a approché, il m'a dit qu'ils m'ont cherché depuis et qu'ils ont reçu l'ordre pour me tuer. Ils m'ont toujours encore. Donc un autre parmi ceux qui étaient dans l'équipe, ils m'ont laissé. Et il y a une autre équipe qui est trouvée cagoulée, qui m'a enlevé aussi. Certains éléments ont enlevé la cagoule. Vu que tout le monde était cagoulé, ils m'ont parlé sous forme de « tu vas voir ». Tu peux prier, tu peux faire ta dernière prière. Donc j'ai commencé à invoquer les ancêtres dans le cœur. Ils m'ont remis dans la cellule, tout noir.
c'est là où j'avais constaté que j'étais au B2 parce que lorsqu'ils l'ont enlevé pour parler là, comme j'avais quand même travaillé avec les autorités du Gabon, je connaissais quand même certains services. Quand ils avaient su que j'étais au B2, au sous-sol. Et lorsqu'ils m'ont amené là-bas, après tout, ils m'ont commencé à me torturer. Mais vu que j'avais les yeux bandés, et ils étaient aussi bandés, je ne comprenais rien. Ils me tapaient, ils me montaient dessus, ils mettaient les bancs sur mes pieds, ils frottaient mes bas de pied avec les machettes. Après, ils ont changé, ils ont pris un gros tuyau d'électrique. Ça reste ça qu'on me torturait sous les dos et sous les mains. Après, on essayait de m'étrangler, on m'étouffait, donc je ne respirais plus bien, je m'étais évanoui. Je me souviens seulement que c'est vers la nuit qu'une autre équipe est arrivée, j'ai senti qu'on m'avait versé de l'eau, j'étais déjà beaucoup affaibli. Et il y a un autre élément qui est entré avec le lait non sucré, avec un plat de riz poulet. Il a ouvert, il a goûté. Après, il m'a enlevé la cagoule, il a parlé avec moi et puis il m'a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de métier et que l'ambassadrice du Cameroun était appliquée. Et qui dit l'ambassadrice du Cameroun dit Samuel Ayolo Mbono, puisque c'est mon grand frère, en quelque sorte, quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'affinités à travers mon patron. Donc, c'est là où les noms de ces deux personnes avaient été cités, qu'ils avaient reçu de l'ordre de filer avec moi. Donc je les rendais. Donc, je voulais vous interrompre parce qu'il y a un élément que vous venez de donner, à savoir que les donneurs d'ordre sont donc l'ambassadrice du Cameroun au Gabon et Samuel Bondayolo. Qui vous le dit exactement? Oui, pour avoir. C'est l'agent du B2. Oui. Donc j'estime que l'agent là m'avait reconnu parce qu'il avait parlé de services que je rendais à mes parents camerounais, à mes frères camerounais, que ça ne l'arrangeait pas que je finis comme ça. Donc il essayait de me côtoyer afin pour me donner un peu le courage de supporter en attendant la suite. Donc c'est là où il m'avait dit que tu as dénoncé les mangeoires. Donc ce qui veut dire, comme j'avais dénoncé l'augmentation de pièces de documents administratifs camerounais. Donc ce qui veut dire la carte consulaire qui s'élevait de 3 000 à 15 000 francs. Et j'avais dénoncé le laissez-passer qui s'élevait de 25 000 à 75 000 francs. Et j'avais aussi dénoncé le passeport qui s'élevait de 110 000 à 175 000 francs et aussi la déclaration de nouveau-né qui était déjà à 20 000 francs. Donc j'avais tout dénoncé et j'expliquais ce qui rentrait dans les poches, dans les caisses de l'État et ce qui rentrait dans les poches. Donc je pense que c'est ça, c'est par rapport à leur intérêt égoïste qu'ils avaient décidé de liquider. Sinon, en réalité, je n'avais jamais, à part dénoncer un certain nombre de choses dans notre pays, je n'avais jamais tenu un langage pour déstabiliser un autre pays en tout cas. Alors, du B2, quelle est la suite de l'affaire? Parce qu'il semble qu'on vous a aussi amené au niveau de la présidence de la République. Je ne sais pas si le B2 c'est au niveau de la présidence de la République, mais certaines informations me font croire que vous étiez quelque part là-bas au niveau de la présidence de la République du Gabon. Oui, effectivement, j'avais été enlevé toujours le deuxième jour, la nuit du deuxième jour. J'avais été enlevé du B2 parce qu'ils avaient constaté que la plupart des agents du B2 me connaissaient et que certains avaient déjà eu à discuter avec moi. Ce qui freinait à ce qu'ils m'achèvent, c'était un peu ça parce qu'ils avaient constaté que certaines équipes avaient travaillé et on a échangé les équipes. Donc, et que j'avais déjà été remarqué par certains qui me connaissaient et qui avaient pitié de moi. C'est là où ils m'ont enlevé la nuit du troisième jour pour m'amener au sous-sol à la présidence de la République. Moi-même qui avais fréquenté les autorités gabonaises, qui a travaillé avec le ministre de l'Intérieur, André Mbambam, le défunt opposant André Mbambam, qui fréquentait la présidence de la République, je n'avais jamais su qu'il y avait une cellule telle que celle que j'avais vue le jour qu'on m'avait amené là-bas la nuit, le troisième jour de ma nuit de détention, de mon kidnapping. Donc on m'avait enlevé la cagoule, j'avais vu 4 tombes
déjà fermée et une tombe nouvellement creusée. Donc je pense que c'est là-bas qu'on devait me finir, comme on m'avait déjà raté, on m'avait déjà raté sur la route de Cap. Donc c'est là-bas que la mission devait se terminer. Mais les agents qui étaient là parmi, il avait travaillé Sous la présidence du Gabon, les tombes. La plupart plaidaient pour moi et beaucoup avaient voulu demander à ce qu'il y a une suite favorable de ma part, surtout le commandant de l'opération. C'est là où il m'avait dit qu'il devait tout faire pour que je sois vivant, qu'ils vont annuler toute l'opération, qu'il sait ce qu'il y a lieu de faire, qu'il a fait ça, il a sauvé une personne qui va contenter pour moi. Et ça a duré vers les 2 heures du matin, ils sont arrivés à un seau de citron. Bon, moi, militairement parlant, j'avais compris ce que ça signifiait. Un seau de citron avec de l'eau à l'intérieur, ils m'ont versé sur tout le corps, sous les blessures. Et sous mon corps, comme j'avais déjà fait 3 jours, c'est 4e jour au petit matin que je n'étais là pas lavé. Pour éliminer les odeurs que j'avais sous moi, ils ont versé le seau de citron là sous moi. Ils m'ont remis les campoules, ils m'ont menotté au pied. Et c'est là où ils ont commencé à rouler longtemps. Mais lui m'avait déjà signalé qu'il ne t'inquiète, nous on te remet à tes bourreaux au Cameroun. On va te remettre à tes patrons là-bas au Cameroun, ceux qui vont décider de toi. On ne veut pas laisser ton sang ici. Tu as été au service de nos patrons et nous avons vu que tu as toujours été loyal, tu as travaillé avec nous sans faille. Et j'ai essayé de négocier longtemps pour ça. Et comme le ministre de la Justice gabonaise, c'est l'ami intime de mon patron, donc Ngonjo. C'est à travers lui qu'ils l'ont supplié pour que je sois extradé et ils ont donc décidé que je dois demander les excuses à la frontière pour prouver à la communauté internationale et communauté nationale que je suis déjà entre les mains des Camerounais. Donc ils m'ont amené jusqu'à la frontière où vous avez constaté que j'avais parlé, j'avais demandé les excuses et ensuite ils m'ont donné à plusieurs officiers du Camerounais. Ils ont pris les routes et à plusieurs officiers camerounais. Ils ont pris les routes, dont l'un avait désisté dans le véhicule au dernier moment que lui ne pouvait plus retourner au Gabon vu que la mission n'avait pas été exécutée. Comme lui, il était chef d'opération, il ne voudrait pas se faire lyncher, il préfère lui partir. Donc il est passé par la Guinée équatoriale pour rentrer en Espagne. Donc les officiers m'ont pris pour m'emmener à la DGRE. C'est là-bas que mon carnet a encore recommencé. Vous dites donc on vous a remis comme un colis et on vous a contraint de présenter les excuses au chef de l'État camerounais et qu'un officier aurait déserté. Pourquoi a-t-il déserté? C'était un officier gabonais ou camerounais? C'était un officier gabonais parce que c'est lui qui avait reçu l'ordre de veiller à ce que je disparais. Donc, vu que j'ai servi, j'ai quand même fait, j'ai servi les hommes politiques gabonais et j'ai duré avec eux tels que la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, où j'étais leur chef parce que j'ai été aide de camp, chef de sécurité, la plupart, et ils sont aujourd'hui les commandants des brigades et les officiers. Donc, ce qui veut dire que ça avait fait à ce que, comme les officiers s'entendent, ils m'ont dit que non, ils feront tout pour me sortir de là, que ce n'est pas eux qui vont porter mon sang, qui vont me remettre à mes bourreaux. Donc j'ai compris une fois que, comme on venait au Cameroun, que c'est là-bas que le reste devait se faire. Et lui, arrivé à la frontière, il a désisté, il a préféré partir en exil, partir lui ailleurs. Il a pu continuer pour retourner au Gabon parce qu'il avait peur aussi pour sa vie, vu qu'il n'avait pas accompli sa mission. Et quand vous arrivez à la DGRE, quels sont les traitements qu'on vous inflige et qui est le chef des opérations? Ça se passe où exactement? Vu que j'étais cagoulé, je ne peux pas connaître exactement où ça s'est passé, mais j'ai su que j'étais à la DGRE le jour qu'on m'avait demandé les pièces, j'avais demandé, puisqu'on m'appelait le colis. Donc tout ce que le colis avait, il faudrait qu'on vérifie réellement si je suis camerounais. Ils ont commencé par me poser des questions concernant le Cameroun, j'ai répondu tout. Ils ont confirmé que j'étais camerounais et j'ai montré ma carte de séjour, donc mon titre de séjour au Gabon, qui était en cours de validité, qui doit peut-être s'inspirer en fin 2025. Je les ai montrés tout.
Donc, c'est ce qui était d'abord une preuve pour eux pour se rassurer qu'ils avaient affaire à un Camerounais. Et lorsque j'ai répondu, en disant que ma mère était de Volmeka et que c'est mon papa qui était de là où... Sa mère est de Volmeka. Ils ont fabriqué ce qu'ils ont fabriqué, c'est là où la torture a commencé. En quoi consistait cette torture? La torture, je ne peux pas définir puisque c'est en fait chacun qui me tapait était cagoulé. Et lorsqu'on me retirait la cagoule, c'était le moment qu'on accordait de nourriture et de l'eau et j'avais refusé. Tout le temps, je m'affaiblissais parce que j'avais peur de manger une nourriture empoisonnée. Donc, je refusais et j'exigeais à ce que celui qui avait plus mangé avec moi, il refusait. Donc moi aussi je refusais, je le prenais comme ça, et après je leur remets l'assiette. C'est ce qui m'avait beaucoup affaibli. Et justement, moi je vous découvre au moment où vous êtes là au CED. Vous êtes arrivé au CED comment et quand? Je ne me souviens de rien à partir de là, puisque j'étais cagoulé, sauf que le seul moment que je suis, c'est le jour qu'on m'avait encore remis par terre, on m'a piétiné, après on m'a amené dans une nouvelle cellule au GSO. Je dormais au GSO seul, on a demandé à ce que personne ne doit venir me chercher et que je dois dormir seul dans ma cellule dont j'ai dormi là-bas, au sol, sur le ciment, dans le noir. Et on est venu me retirer le matin pour m'amener, me faire signer les papiers. Donc, ils me frappaient, j'avais les yeux bandés, ils m'ont fait signer les papiers et puis ils m'ont pris pour le sein. Donc, j'avais déjà un peu duré chez eux aussi. Mais comme j'étais sous l'effet de torture, ma mémoire était presque initialisée à dire que je ne me souvenais de rien parce qu'il a fallu un peu de temps pour que je commence à me souvenir de certaines choses. Jusqu'à présent, il y a des choses que je ne me souviens pas toujours bien, vu la torture que j'avais reçue. Et ensuite, on nous a amené au CED. Donc, au CED, c'est comme ça toujours que c'était presque les mêmes. Je subissais la même chose jusqu'à quand les gens de Human Rights sont venus, mes stress, à partir de là où tout avait été permis que mes avocats puissent me voir, puisque les avocats m'ont cherché partout, ont refusé de donner signe de vie. Donc, c'est là où j'ai appris que ma famille m'avait donné 4 avocats et 2 avocats se sont pointés après le jour qu'Amnesty International était venu. Human Rights. C'est depuis le jour-là qu'ils ont permis maintenant qu'on amène la nourriture de la musique. Et justement, avant que Amnesty International ou bien Human Rights vienne, moi, un de mes informateurs m'avait dit qu'on vous passait à la balançoire. C'est vrai ou c'est faux? Oui. C'était quoi? Oui, c'est vrai, on me passait sous la balançoire. Ça, c'est tout mon trajet. Toute la torture, c'était d'abord la première des choses, c'était toujours ça. Où mes pieds sont menottés, les mains sont menottées, la bouche est scotchée, tu ne peux pas crier, donc tu transpires simplement, tu pisses sur toi, j'avais même chié sur moi à un moment donné, puisque je ne supportais plus. À un moment donné, les bras étaient morts, donc je n'avais pas su que j'avais déjà fait des besoins naturels sur moi. Et ils m'ont laissé dans une salle où l'eau coulait, je m'étais lavé là-bas, lavé les habits, reporté les habits, toujours mouillés dans la même culotte que j'avais. Ils m'ont ramené encore 15 minutes après ou 20 minutes, ils ont recommencé à nouveau encore à me torturer. Donc c'est ce que je subissais, mais étant avec la bouche scotchée et les yeux bandés, donc a dit que pour les autres, ils voyaient quand même les tortureurs. Mais moi, je ne voyais personne. Donc a dit que j'entendais seulement les gestes et les voix. Je ne voyais pas les visages de ceux qui me torturaient. En quoi consiste justement la balançoire pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent? C'est quoi? Vous pouvez expliquer exactement c'est quoi la balançoire? La balançoire, c'est une forme de torture moderne. On prend un bas de fer selon votre taille et on place 2 chaises en fer. On met ça à travers, on met les menottes à travers vos mains et vos bras et puis on vous fait pendre ces jours avec votre poids. C'est ça, balançoire. Et C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas supporter, surtout pour les gens en grand détail comme nous là qui avons le poids lourd, ils ne peuvent pas supporter. Et effectivement, vous êtes aussi tombé malade. Est-ce que vous avez été soigné pendant votre séjour, depuis que vous êtes là, au niveau du CED?
ou bien au niveau de la DGRE. Est-ce que vous avez... Mesdames et messieurs, la suite de cette interview vous sera postée en entièreté sur la chaîne YouTube. Mais dans l'extrait que vous venez de suivre, vous constatez donc que c'était une autre opération Martinez-Zogo, avec les mêmes acteurs. Il vous a cité Mbonda Yolo. Je vous ai toujours dit que Mbonda Yolo est celui-là qui a commencé l'affaire Martinez-Zogo et qui l'a fait arrêter. L'emprisonner. Je crois que vous êtes aussi au courant que c'est le même Mbonda Yolo qui, alors que l'affaire Martinez-Zogo est encore en train de chauffer, a repris exactement les mêmes méthodes avec les employés de chez lui, de sa maison, dont un petit enfant, son neveu, Monsieur Marie-Joseph, à peine 22 ans. Mbonda Yolo a voulu finir avec lui et faire disparaître le cadavre parce qu'il aurait volé 1 milliard. Là, c'est le même Mbonda Yolo avec sa copine du Gabon qui vole des milliards et qui maintenant derrière, sous couvert de billets, font agir le régime du général Oligui. Vous vous rendez compte? Est-ce que les Gabonais savaient qu'il y a sous le palais présidentiel des tombes là-bas qu'on enterre des gens? Au palais présidentiel au Gabon. Les organisations internationales devraient donc s'intéresser à ça. Vous voyez exactement les mêmes méthodes. On est parti d'abord avec Ramon Kota dans un bosquet. Là, on tue les gens. On appelle là-bas le camp. Où est-ce qu'on est allé avec Martinez-Zogo? Après l'immeuble des camps, on est passé avec lui dans la broussaille de soie. Lui, il a donc vu une chance parce qu'il vous parle d'Andro Baobam. Andro Baobam, c'est un ministre de l'Intérieur, mais en même temps l'opposant à Ali Bongo. Il était candidat à l'élection présidentielle. Et il avait pris comme aide de camp Ramon Kota. Parce que Ramon Kota, c'est un costaud, c'est un homme formé. Déjà, il faisait, le jour de son arrestation, 110 kilos. Donc c'est quelqu'un de physiquement fort. Et cet Andro Baobam a été trahi par Mbonda Yolo. Il faisait semblant d'être avec Andro Baobam alors qu'il travaillait pour le compte de Ali Bongo. Et rappelez-vous qu'Andro Baobam a été empoisonné. Il est venu mourir où? Au CHU, à Yaoundé. Mbonda Yolo doit donc nous expliquer qui a tué Andro Baobam, comment lui qui était son meilleur ami, qui l'a empoisonné. Andro Baobam est mort le 12, je crois, au 12 mai ou avril de, voilà, quelque chose, 2015. Oui. C'était le 12 avril 2015. Rappelez-vous que Mbonda Yolo était ambassadeur du Cameroun au Gabon. Il volait déjà. C'est après l'assassinat de Baobam qu'on exfiltre, que Biya exfiltre Mbonda Yolo du Gabon. Mbonda Yolo est donc nommé
en avril 2016 à l'ambassade du Cameroun à Paris. Et depuis là, vous entendez tout simplement des vols, soit au palais, soit des assassinats, soit dans sa maison, soit toujours les mêmes manières de fonctionner. Aujourd'hui, je suis sûr que Sylvie, Ramon Kota est un légume. Je peux d'ailleurs vous dire que au moment où je lui faisais cette interview, un homme maintenu m'a dit qu'il est paralysé du bras gauche, du pied gauche. Donc, d'un côté, il était déjà paralysé. Un homme maintenu. Lui-même a eu pitié du traitement qui a été infligé à ce monsieur-là. Il a dit que c'est cruel, que non, que oui, il y a souvent des tortures, mais là, que c'est insupportable. Vous croyez que j'ai fait, comme ils sont souvent là, je fais comment pour avoir souvent de tels éléments? Parce que même parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas avec vous, qui gardent encore un certain cœur. Comme vous le voyez grand là, noir, le gars là, un cœur noir. Ce n'est pas pour rien que je prononce son nom parce qu'il est dans tous les sales coups. Et il est prêt à tuer pour de l'argent. Et quand il tue pour de l'argent, il met le nom de Paul Biya devant. Oui, Paul Biya c'est un tyran. Paul Biya aime le goût du sang. Même Vondayolo, regardez qui sont ses amis. C'est qui? Amogo Belinga, dans des vols de terrain. Et aussi dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ramon Kota aurait pu disparaître à jamais. Comme aussi Martinez Zogo s'était programmé. N'eût été cet espionnage dans l'espionnage et contre-espionnage et cette trahison dans les gants, on n'aurait jamais revu la dépouille de Martinez Zogo. Les autorités camerounaises doivent communiquer sur la situation de Ramon Kota. S'il est en prison, pour l'instant, il n'est dans aucune cellule à Kondengi. Peut-être qu'il est enfermé quelque part, dans un isoloir. Peut-être qu'il est en souffrance. Mais est-ce qu'il suit donc des traitements? L'État du Cameroun se doit d'être transparent. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous annoncer un an après qu'il est mort de sida, de syphilis, de paludisme consanguin héréditaire issu de sa maman ou de son papa. C'est le moment de communiquer. Et Vondayolo doit s'expliquer. On ne peut pas être dans un pays où on vous dit qu'un ministre, directeur du cabinet civil, jamais on n'avait vu autant de crimes en si peu de temps, autant d'enrichissement. Et toujours il avait des gants. Regardez comment il s'est filmé. Est-ce que vous aviez déjà vu ça dans un cabinet civil? C'est-à-dire que Atanakuna sort de la prison pour détournement, mais qu'il évite rapidement Vondayolo. Et il se filme avec qui? Avec Amogo Belinga, qui se ressemble. Atanakuna est en prison. Amogo Belinga est actuellement en prison. Il est temps que le troisième larron, Vondayolo, aille à Kondengi. C'est là-bas sa place.